Bonjour et bienvenue dans cette tier list de personnages sur Kim Possible, une série que j'ai traitée en Disneyfield, que j'aime beaucoup, que je trouve sincèrement plaisante, amusante, avec des personnages un petit peu sympathiques, et sur laquelle je vais pas m'étendre des lustres parce que bon, c'est les vacances et je vais pas passer trop longtemps sur cette vidéo. Hein. J'ose espérer que cette liste vous plaît, hein, que c'est une série qui vous intéresse, parce que depuis quelques temps j'ai quelques craintes sur certaines séries dont je parle. Et sans plus tarder, on va se lancer dans cette liste en précisant très rapidement comme vous le voyez ici, va pas y avoir en dessous de D et on n'atteindra pas S. Je vous dis clairement, je pense même pas qu'on atteindra un seul D, mais on n'atteindra pas un seul S non plus. Voilà, la raison en est que c'est un univers très léger. Dans le sens où les conflits ont un aspect ridicule totalement assumé et où nos personnages font un petit peu avec. Et le souci avec ça, c'est pas gravissime, mais ça empêche d'avoir beaucoup de profondeur réelle autour d'un quelconque personnage. Vraiment, ça empêche un quelconque personnage d'avoir une vraie présence, de représenter une menace, une tension ultra forte. Hein. Il y a des méchants très sympathiques qui me plaisent beaucoup, qui sont très drôles, mais vraiment, quand on compare ça à Bill Crypto par exemple de Gravity Falls, je veux dire, il n'y en a pas un seul méchant là-dedans qui lui arrive à la cheville, pas un seul. Hein, il y en a que j'adore pourtant là-dedans, mais il n'y en a pas un seul qui lui arrive à la cheville. Pareil pour les héros, quoi. Ils n'ont pas de développement personnel ultra poussé, profond. Il y a des moments qui peuvent être sympathiques, mais ça va pas ultra loin. C'est pour ça que je n'oserais jamais dire que ça vaut un S, un quelconque de ces personnages, même s'il y en a beaucoup que j'aime bien. Vraiment. Mais à côté de ça, on les traite avec suffisamment de respect pour pas que ce soit à un quelconque moment des personnages irritants. En tout cas pas pour moi. Il n'y en a aucun dans cette liste que j'ai trouvé mal fait. Ce qui fait que ouais, je pense que ça se jouera entre le C et le A. Ça va être assez simple. Donc, et on se débarrasse tout de suite de la catégorie de ceux dont j'en ai pas grand chose à cirer parce qu'ils m'ont pas marqué plus que ça. Donc il y a ceux-là, et il me semble qu'elle c'est leur boss ou un truc comme ça, j'ai pas suivi. Quoi. Elle dirige certaines opérations à part et pour l'un ou deux épisodes où ils apparaissent, ils m'ont pas marqué. Peut-être qu'ils sont même pas liés, quoi. Et c'est vous dire à quel point ils m'ont grandement marqué, ceux-là. Hein. J'ai pas de mauvais souvenirs d'eux, mais pas vraiment de souvenirs précis non plus. Pareil, alors ces deux-là, c'est quoi ces deux ninjas en fait? Je sais pas trop. Est-ce que c'est contre eux que Robin s'est battu quand il était avec cette fille-là? Je sais pas, on m'a pas marqué. Hein. Cette fille, il me semble qu'elle fait partie de la famille possible, mais à part sa tête, qui me revient un tout petit peu, je me souviens de rien autour d'elle. Et enfin, lui, dont je me souviens un tout petit peu, c'est Brick, le quarterback de l'école qui existe. Voilà, il a vraiment beaucoup trop peu d'incidence pour que je le considère comme étant à classer parmi ça. Ce qui nous amène donc aux personnages que je connais un petit peu et qui m'ont marqué au moins un petit peu. Et avant de commencer cette liste-là, donc je précise rapidement que comme d'hab, j'ai catégorisé ça. Pour commencer, c'est vraiment tous les persos de soutien et les élèves du lycée. Après, toute la liste de méchants qu'il y a, il en manque quelques-uns malheureusement. Hein, je pense que pour la personne qui a fait ça, ils ont fait un job tout à fait acceptable en montrant une bonne partie des persos importants, mais il y en a deux, trois qui auraient mérité d'être là, quoi. Genre Warmonga, c'est un petit peu la co-grande méchante de fin, quoi. Elle est pas là-dedans. Hein, et il y a un autre méchant qui est pas là, une autre méchante qui est pas là. C'était une top modèle, une styliste. Je me souvenais qu'elle était plutôt drôle. Donc ouais, il y a aussi des méchants de passage qui n'apparaissent vraiment qu'un épisode et c'est normal qu'on les mette pas parce que sinon la liste serait trop longue. Et ça m'arrange puisque j'ai envie de faire ça relativement vite comme je l'ai dit. Nous avons donc pour commencer cette liste-là la famille des Go qui passe bien. Ils sont sympathiques, ils ont suffisamment de différence entre eux pour appuyer le côté équipe de super-héros un peu unis et le passé trouble qu'ils ont avec leur sœur.
Ça va, mais ils sont clairement plus intéressants par rapport au passé qu'ils donnent à Chigo que par rapport à leur personnalité, leur vie en soi, intrinsèquement. Ensuite, nous avons, je sais plus comment elle s'appelle, Yumi, j'ai dit une grosse connerie, je m'excuse, l'étudiante du programme d'échange que Robin a rencontré par 2 fois, il me semble qu'elle apparaît que dans 2 épisodes seulement, elle est gentille. J'hésite entre B et C, c'est pas comme si elle m'avait énormément marqué, quoi. C'est du C+. Il y avait un début de complicité pas trop mal avec Robin. Et, bah, elle appuyait un petit peu la différence de culture entre les différents endroits d'où vient Robin et d'où elle a été élevée. Donc j'avoue qu'elle faisait bien son job à ce niveau-là. On essaye de mettre en place un début de relation entre eux qui n'ira pas plus loin puisque la prochaine fois qu'on la reverra, Robin sera avec Kim. Donc évidemment, on va pas non plus faire comme si il y avait de l'orage dans l'air ou un triangle amoureux, une connerie comme ça. Et on évite ce genre d'écueil, hein, c'est pas plus mal. Donc voilà, plutôt honnêtement dépeinte. Ensuite, nous avons ce mec, je sais plus comment il s'appelle, c'est le gars des 2 premières saisons sur lequel Kim flash et qui est là pour être le beau mec un peu sympa. Voilà, elle pince sur lui, ça montre que c'est une ado avec ses petits désirs d'ado et ça allait. C'est pas comme si le gars était désagréable ou détestable, il avait suffisamment un début de personnalité pour qu'on comprenne pourquoi Kim serait attiré par ce gars, pas juste pour son beau look, quoi. Après, son début de personnalité, il va pas super loin, mais au moins, il est là. C'est mieux que rien. Ensuite, nous avons ce type. Je me souviens plus de son nom, je suis vraiment désolé, alors que j'aime beaucoup en plus. Hein, c'est du B, même B+, je dirais. Et ce qui est donc l'handicapé qui vient d'arriver à l'école et qui va avoir pas mal d'importance parce que son père est ingénieur et donc son fauteuil est ultra équipé et les quelques fois où il apparaîtra, il y aura une bonne dynamique. Déjà, l'épisode où il apparaît, c'est facilement un de mes épisodes préférés de la série. C'est celui au passage où il y a Motorhead qui apparaît pour la première fois, où on montre que c'est difficile pour notre héroïne de vraiment aborder ce genre de cas. C'est-à-dire le mec, il est en fauteuil roulant, il faut peut-être le ménager, seulement en voulant trop le ménager, on l'ostracise sans trop le vouloir. Quoi. C'est assez joli et on n'en fait pas des caisses. C'est pas non plus comme si on diabolisait Kim pour ça. C'est juste que on met en place le malaise. C'est tout. J'ai beaucoup aimé cet épisode. On a vraiment bien traité le sujet pour moi. Et les autres fois où il apparaît, il est très sympathique et il apporte beaucoup dans ses apparitions, celui-là. Ensuite, nous avons la garce du bahut, la Mandy de cette série, Bonnie, qui est plutôt bien rendue. J'hésite à la mettre en A presque, mais le problème avec elle, c'est que je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin autour de son personnage. Il y a un épisode où elle et Kim sont collés ensemble à cause d'un sort, et on apprend que la vie de Bonnie est pas si simple. Il y a la pression de ses grandes sœurs qui la façonnent un peu, qui la rendent amère à un certain sens et qui justifie un tout petit peu son comportement. Pas justifie, qui explique un petit peu son comportement. Et j'aime bien ça, quoi. On essaie de donner un peu de complexité au personnage avec ça. Le truc, c'est que on veut quand même l'antagoniser et parfois de façon un peu trop abusée. Je dis pas une seule seconde que c'est rédhibitoire ou quoi que ce soit, c'est juste que il y aurait moyen d'aller un peu plus loin dans la complexité qu'on a donnée au personnage parce que quand on n'essaye pas de se pencher sur elle, et ben au bout du compte, c'est la garde de service qui essaye un peu de se faire valoir à côté de Kim, par rapport à Kim. Et elle fait très bien son rôle, je trouve sincèrement qu'elle crée une dynamique de rivalité meilleure, plus recherchée qu'entre Mandy et Clover, hein, si j'ose dire. Donc ouais, c'est du B+, là aussi, et pas tout à fait A, parce que je pense qu'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin. Donner un début de conclusion à un arc qu'on aurait pu donner à ce personnage, mais c'est pas trop le cas. C'est dommage. Je pense que s'il y avait eu ça, je l'aurais mise en A, mais pour ce qu'on en fait, je trouve quand même qu'elle remplit bien son rôle de rival.
Le proviseur Steve Barry, qui est plutôt marrant, j'avoue, il a une certaine présence, c'est un petit peu cette dynamique de chef militaire qui gueule assez facilement sur ses élèves, mais qui est un peu responsable malgré tout, qui sait être reconnaissant envers ses élèves quand ils se débrouillent bien et qui est pas juste un stéréotype ambulant. On va un tout petit peu plus loin. Après, c'est pas non plus comme si on le développait à fond, c'est pour ça que ça vaut pas non plus du A, mais c'est un B bien mérité, hein. Après, nous commençons la grande, longue liste des méchants, et une fois de plus, on n'a pas tout, hein, il y en a quelques-uns qui manquent, avec Motorhead. J'aime bien ce gars. C'est pas le plus marquant du lot. Son gimmick, je plaisante pas. Oui, ou sérieusement. Au début, on dit je plaisante pas, mais après, on dit sérieusement pour coller mieux à la VO. C'est dommage, hein, parce que je plaisante pas, c'était. Mais j'imagine aussi que c'était difficile à retranscrire si on voulait reprendre à fond le délire du gars. Et ouais, pour quelqu'un qui est super doué en mécanique et en technologie, mais qui reste un grand motard dans l'âme, j'avoue que le contraste est assez rigolo et rentrait bien. Voilà, c'est un méchant notable, très remarquable, un peu plus que celle-là par exemple, que je m'en sais. Je me souviens plus de son nom, elle apparaît dans 3 épisodes, je crois. Un truc comme ça. Et oui, son truc, c'est d'être une fangirl, mais totalement barrée. Hein, c'est Ginette la zinzin, si vous vous souvenez, mais un peu plus développée, dira-t-on. Hein, qui est prête à faire des plans complètement faramineux, juste pour avoir l'objet de son désir, de son fangirlisme. Et elle le rend plutôt bien. Après, je trouve pas que ça la rende ultra marquante ou ultra drôle en comparaison à d'autres. C'est plus du C+. Ouais, je dirais, ouais, c'est plus un peu le meilleur de cela, mais ouais, il n'est pas non plus génial au point de me marquer outre mesure en comparaison à d'autres. Après, nous avons la créature du marais. C'est l'ancienne brute dont Robin était le souffre-douleur dans le fameux camp qui a marqué toute sa vie, quoi, où il a rencontré un singe qui l'a totalement traumatisé, et en plus il y a ce mec qui qui arrêtait pas de lui mettre des bâtons dans les roues, hein. C'est vraiment un camp dont il s'est souvenu toute sa vie, hein. Mais vraiment, hein. Donc, ouais, lorsqu'on y revient, le mec il s'est perdu dans les eaux polluées, il a muté en cette créature, ce qui est un petit peu moyen en termes de logique scientifique, mais à nouveau, hein, c'est qui impossible. C'est pas non plus comme si ça cherchait la cohésion ultra précise. Ça fait beaucoup plus d'efforts que Total Spice à ce niveau-là, mais c'est pas non plus comme si ça se relâchait pas un petit peu par moment, quoi. Et ouais, c'est. Il rend bien son rôle. Je pense que durant les 2, 3 épisodes où il apparaît, là aussi il apparaît pas souvent, il est suffisamment flippant, suffisamment dangereux pour bien appuyer Robin. J'adore les antagonistes vraiment spécifiquement liés à Robin, sincèrement, parce que c'est facilement mon perso préféré, hein, voilà, spoiler, vous le savez, de cette série. Ce qui fait que, voilà, le lien qu'il a avec Robin, je trouve que ça lui donne une plus-value, ce qui le met en B pour moi. Après, nous avons le professeur Dementor, qui est pas ultra notable. C'est un peu l'image très typique qu'on se fait du grand méchant dans son repère avec ses expériences scientifiques pour dominer le monde, des trucs comme ça, avec pas des masses d'originalité saupoudrées autour. C'est pour ça que la quasi-totalité du temps, c'est un méchant secondaire dans les épisodes où il apparaît. Et lorsqu'il est au centre, eh ben, il ne marque pas plus que ça, puisque c'est le méchant typique, un petit peu exagéré, mais pas aussi marquant que d'autres. Les autres ont leur petite excentricité, leur gimmick propre à eux, qui les rend vraiment plus remarquables. Celui-là, c'est un petit peu la base. Voilà, le méchant de base qui sert d'étalon presque. Mais il remplit très correctement ce rôle, hein, très correctement, mais c'est pas le plus marquant. Après, nous avons les robots tueuses. Il me semble qu'elles apparaissent que dans 2 épisodes, ou peut-être 3 maximum. Mais oui, en termes de menaces, un robot programmé qui veut un peu lutter pour sa survie et les idéaux un petit peu néfastes qui sont engrangés dans ces circuits, ils font bien l'affaire. Et c'est surtout pour les combats qu'elles amènent, que
et que ça fait un effet. Sinon, oui, en termes de motivation, en termes de caractère, c'est pas non plus extraordinaire. Mais ça fait bien le taf quand elles apparaissent. Donc on commence les méchants vraiment iconiques, hein, ceux dont tout le monde se souvient, commençant par Duff Kelligan. Alors, son gimmick du golf, je vous cache pas que même si ça me fait rire, j'ai du mal à aller beaucoup plus loin que pour d'autres en fait. Hein, notamment le suivant. Mais oui, il est assez marrant, il a son petit délire écossais qui me fait rire et il sait être une menace très particulière en son genre. Et quand on le met en trio dans les grands méchants, dans des épisodes un peu spéciaux, l'épisode du singe du temps par exemple, et ben il a sa place. Hein, il participe très bien à cette chamaillerie de trio. Il le fait très bien. Mais mon préféré, mon méchant préféré, comme j'en ai déjà parlé dans ma critique, c'est lui, Lord Ugorille, qui se donne vraiment des airs très nobles, parce qu'il est issu de la noblesse, mais il vénère totalement les dieux singes, tout ce qui est artefact simiesque, qui lui donne du pouvoir. C'est facilement un des méchants les plus balèzes de ce groupe, puisqu'il a des capacités magiques et j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa verve et j'adore le fait que ce soit lui le rival numéro un de Robin Trépide parce que il a une phobie des singes, il a vraiment un compte à régler avec les singes. C'est assez, c'est assez bien trouvé, assez bien tourné. J'ai beaucoup aimé ça. Et l'épisode où il apparaît, où on essaye vraiment de mettre davantage en avant Robin, je crois que c'est un des premiers épisodes au passage où Robin est vraiment mis en avant particulièrement. J'ai trouvé très bien rendu à ce niveau-là. Et j'ai pas grand chose à dire, j'adore son maniérisme et j'adore la menace qu'il crée. C'est facilement, de la plupart des méchants, celui qui a le plus de connaissances, le plus érudit, et c'est ce qui le rend parmi les plus dangereux facilement. On se poursuit avec les seniors, en commençant par senior junior qui va sans plus. Alors le truc intéressant qu'on pourrait situer, c'est que il a une relation avec Bonnie et on essaye un tout petit peu d'appuyer ça. Voilà, on est en avant qu'il a une relation avec Bonnie et voilà, si je me suis un petit peu plaint que Bonnie n'avait pas d'arc, il a au moins ce petit arc contre ces deux-là. Voilà. En dehors de ça, oui, c'est le gamin qui suit un petit peu les délires de son paternel alors que c'est pas trop son truc. Mais il essaye, parce que voilà. Et son côté un peu géniard précieux, je vous cache pas qu'à la longue, il s'estompe. Il s'estompe. Il ne fait pas autant d'effets comiques que pour d'autres personnages pour moi. Hein, ce qui fait que c'est pas le plus marquant. Mais il joue son rôle et puis il fait un bon contrepoids à Senior, hein, qui, je pense, n'aurait pas toute sa puissance, hein, tout son impact, s'il n'y avait pas son fils à côté pour contrebalancer un peu ses plans. C'est quelqu'un qui part sur ses délires de conquête du monde, de grand méchant sur un coup de tête, parce que Robin dit ah tiens, votre délire ça ressemble un petit peu à un truc de super méchant. Il se dit ah ben oui en fait, c'est je pense le truc un peu trop ridicule autour de lui, mais une fois qu'on accepte ça et qu'il est mis en avant, c'est quelqu'un qui veut vraiment essayer de se remarquer parce qu'il est riche et qu'il veut prouver sa valeur, tout simplement. Notre nom doit être retenu, le nom des seniors. Je ne sais pas exactement comment ça marche, ce principe. Comment s'appelait son père exactement? Senior. Il compte appeler son fils comment, lui? Senior, junior ou senior, junior. Comment ça marche ces noms en fait? Enfin bref, on passe évidemment aux méchants que tout le monde reconnaît, c'est-à-dire Shigo et Draken, qui sont excellents l'un comme l'autre. Hein. Après, ils sont excellents à des niveaux un peu différents. Je pense que je préfère Shigo à Draken. Parce qu'elle a vraiment ce côté très cynique de ce qui lui arrive. On sent que c'est la femme de main qui essaye
de suivre qui a le pouvoir, mais qui n'hésite pas à railler dès lors que quelque chose va pas, ou à se plaindre dès lors que son chef fait n'importe quoi. Elle est compétente, elle a de la répartie, elle est forte, elle est sexy aussi, hein, ça aide bien, ça ne gâte rien. Et, elle a beaucoup de choses pour elle, ce qui fait que lorsque on la pointe comme étant vraiment le grand méchant à affronter à la fin de l'épisode Le Singe du Temps, elle le fait parfaitement bien passer et on y croit totalement. Mais Draken n'est pas totalement en reste, hein. J'aime beaucoup ses délires, c'est quelqu'un qui a un esprit un peu génial et vraiment une tendance à la rancœur particulièrement gamine qui le rend assez drôle dans son genre. Et ouais, il a une dynamique, une alchimie avec Shigo qui est assez dingue hein, en termes de duo comique, hein, qui rend parfaitement bien. C'est le méchant principal avec Shigo qui réapparaît le plus souvent et il a beaucoup de plans qui marchent très bien pour l'humour. Et ouais, c'est l'équivalent de Mojo Jojo pour les Super Nanas, si vous connaissez. C'est-à-dire que c'est le grand cerveau qui a des plans plus farfelus et réfléchis les uns que les autres, qui sont alambiqués, qui marchent pas toujours, et qui marchent presque jamais d'ailleurs, puisque c'est le méchant hyper évidemment. Et ça le rend particulièrement mémorable en tant que grand scientifique avide de pouvoir. Ce genre de cliché presque, parce que maintenant on a un petit peu ce genre de cas dans beaucoup de séries de ce genre. Hein. Je pourrais citer donc Mojo Jojo, je pourrais également citer Doofenshmirtz, et je suis sûr que vous pouvez en trouver d'autres. Ce genre de cas dans les séries comiques, ça marche souvent bien parce que on leur donne une excentricité bien placée dans le contexte. Et je trouve qu'il rend parfaitement Draken à cet égard-là. Ensuite, nous entamons la famille, et puis après, on fera les persos principaux. Alors, la famille, on commencera par la grand-mère, qui est bien sympa. Ah, j'hésite, je vais la mettre en B-, parce que bon, je la trouve pas non plus extraordinaire, mais je est sympa quand même. Hein. C'est la mamie gâteau proche de sa famille, et qui est là pour aider sa fille, pour essayer un petit peu de la cadrer, mais qui a un passif derrière elle, ce qui fait que lorsqu'on apprend qu'elle était championne de karaté ou je sais plus trop quoi, ça surprend un petit peu, mais bon, c'est un truc de famille. Hein. Tous les possibles sont extraordinaires à un certain degré. Et dès lors qu'on la met en avant dans les quelques épisodes où elle apparaît, je trouve qu'elle est très bien rendue. Et c'est un hommage plutôt satisfaisant aux seniors de montrer qu'ils ont une vie avant et qu'ils sont tout aussi capables encore maintenant de faire des choses. Et j'aime bien ce portrait-là de cette femme. Ensuite, nous avons les parents qui sont un peu différents l'un de l'autre, mais je les situe aussi en B. Ils soutiennent leurs filles, ils sont intellectuellement très prononcés, si j'ose dire. Ce sont des chefs de famille qui font leur job de façon très naturelle, comme si leur famille était normale, alors que leur famille est un petit peu surdouée, à un certain degré. Et ça crée un décalage qui est très sympa, qui est assez marrant. Ils sont tous les deux très sympathiques. À aucun moment, j'ai eu l'impression qu'ils étaient abusés dans les ordres qu'ils donnaient ou la façon qu'ils avaient de gérer cette famille, ce que devait faire ci ou ça. Et un épisode que je trouve assez bon où qui met un petit peu honte que sa mère l'accompagne dans un camp de vacances, mais ça finit par se tasser parce que elle se rend compte que sa mère peut être géniale quand il faut. Sa mère comprend que oui, sa fille ne tient pas forcément à ce qu'elles traînent ensemble tout le temps. Quoi. Il y a vraiment un compromis qui se fait entre elles. Et voilà, il y a une complicité et une compréhension vraiment notable de la part de cette famille qui se ressent à chaque fois avec eux. En dehors de ce petit décalage comique là-dessus, c'est ça qui appuie bien la famille possible en règle générale, parce qu'il y a d'autres membres de la famille qu'on voit l'espace d'un épisode, voire deux, et quand on les voit, on sent qu'il y a vraiment ce lien, quoi. On est une famille, on est connectés, on fait beaucoup de choses les uns pour les autres, et on n'abuse pas sur les autres, sur ce qu'ils doivent faire, tout en étant soudés. Ils le rendent très bien, c'est une très bonne famille et c'est clair et net que beaucoup d'entre nous auraient adoré avoir grandi dans une famille comme ça. Ensuite, nous avons les jumeaux, les grumeaux comme dit leur sœur et ouais, je les trouve pas si géniaux que ça personnellement. Ça va, ils passent, ils ont leurs petits moments un peu drôles avec leurs petits délires, on adore s'amuser en bricolant des trucs. Mais en dehors de ça, c'est voilà, les petits frères qui embêtent leur sœur et c'est de leur âge, mais
c'est pas l'humour le plus fin ou le plus percutant de cette série, je trouve. Et ça rend pas les persos très, très recherchés en fait. Quand la plupart de leurs délires, ça se résume à on adore bricoler des trucs et on aime embêter notre sœur. Ça va, hein. Ils peuvent être drôles, ils participent de temps en temps un peu activement au scénario, ce qui fait qu'ils sont pas là pour rien, mais c'est pas les plus marquants, les plus satisfaisants de la famille pour moi. On commence nos persos récurrents principaux. J'ai compté Monique parce que vraiment, elle est présente très souvent et lorsqu'elle devient copine avec Kim dans la saison 1 ou au début de la saison 2, je sais plus exactement quand ça arrive. Bref, quand elle devient copine avec Kim et qu'elle participe à énormément de ces choses, qu'elle discute avec elle, qu'elle est prête à beaucoup pour l'aider, il y a quelque chose d'assez naturel, fluide et très sympa qui se met en place. J'aime bien son apport à l'histoire de montrer que oui, Kim se fait des amis en cours de chemin, elle n'a pas que des potes qu'elle a depuis tout le temps. Il y a une copine qu'elle se fait parce qu'elles ont des points communs, parce qu'elles sont prêtes à s'aider. Et oui, c'est naturel. C'est jamais forcé, on ne fait pas du drame grossier ou quoi que ce soit, et ça passe de façon super fluide entre elles. J'aime beaucoup son incorporation, elle passe très bien dans la série, et sans elle, il y aurait eu un petit truc en moins. Ensuite, nous avons Wallace, celui qui donne l'émission, il est sympa lui aussi. Euh, j'ai pas énormément de choses à développer. C'est un garçon qui passe la majorité de son temps devant son ordinateur et pas juste pour s'amuser, contrairement à certains. Et il aide, c'est vraiment le soutien de derrière qui donne les informations, qui participe activement de sa position. Et on aime s'amuser, rire du fait qu'il est toujours dans son coin et qu'il les approche jamais en personne. Bon, ça finira par évoluer un peu vers la fin, où on le verra plus en personne, il sera pas juste derrière son ordi, mais oui, c'est un peu son truc. Et on joue bien, on joue bien sur le gimmick qu'il représente, et c'est un personnage de soutien tout à fait acceptable, bien réussi. Après, nous avons donc notre trio de tête en commençant par Rufus. Et oui, comme je l'ai dit, j'ai quelques petits soucis avec la façon dont on le gère. Je me suis déjà pas mal étendu là-dessus, c'est-à-dire que il peut être très actif et aider beaucoup, et là, quand il est à ces niveaux-là, il peut être du B+, hein, vraiment pour moi. Et des fois, on force tellement son petit délire à vouloir bouffer des trucs, suivre les délires de Robin, tout ça, que il devient un peu lourd dans le déroulé en fait. Je trouve pas que l'humour autour de lui soit le plus percutant, une fois de plus, de cette série. De temps en temps, ça peut être un peu drôle, mais en tant que mascotte mignonne qui de temps en temps participe, donc on fait pas comme si c'était juste la mascotte, il joue bien son rôle. C'est juste que si on avait pu soit être un tout petit peu plus fin autour de lui, ou soit se lâcher un peu moins sur sa présence, il aurait eu un meilleur impact. Mais ça va, hein, je le mets en C+, je dirais hein, quand même, parce que il sert pas à rien et c'est cool de voir un cas très particulier d'animal de compagnie comme on en a jamais vu avant. Parce que c'est clair et net que c'est pas une autre série qui aurait trouvé cette idée-là. Donc nous avons notre duo principal avec Robin qui est mon perso préféré, j'en ai parlé dans ma critique là aussi. C'est un peu un couard sur les bords, mais il suit son ami parce qu'il est très attaché à elle, il est prêt à tout pour lui venir en aide, ce qui fait que des fois il se met dans la mouise et Kim doit le sauver en plus de réussir la mission, mais des fois il l'aide, des fois il participe. On fait pas comme si c'était juste le boulet qu'on se trimballe pour le lol. C'est ça qui me faisait un peu peur quand j'ai découvert cette série la toute première fois et que j'ai vu le personnage. Je me suis dit, tiens, j'espère que ça va pas être juste le boulet. Le boulet qu'il a pour faire rire. Qui fait rire de façon très acceptable au début. La première fois que j'ai vu, c'était dans le fameux épisode où il utilise son grappin et il perd son pantalon, sachant que ça arrive plusieurs fois. Donc je sais même plus de quel épisode il s'agit en fait. Bref, c'était un épisode où il n'était pas à son meilleur avantage, dira-t-on. Mais il arrivait à être un peu drôle quand même. Mais plus j'ai suivi cette série et plus j'ai vu le personnage évoluer et interagir avec Kim, plus je me suis rendu compte que il la complète totalement. Il n'y aurait que Kim possible, il n'y aurait pas Robin Trépide. Cette série n'aurait que la moitié de sa valeur, vraiment. Et en toute sincérité, c'est facilement celui qui a l'arc le plus développé de cette série. Que ce soit déjà pour apprendre à
avoir du courage face à ces peurs qu'on a mis en place, que ce soit les singes, les brutes qui l'ont martyrisé, tout ça, et apprendre à faire de nouvelles connaissances, apprendre à se jeter pour avouer son amour à Kim et se trouver une nouvelle petite sœur. C'est un très joli épisode, ça aussi. Ce genre de choses, c'est beaucoup de moments qui le rendent vraiment bon, vraiment fort. Alors pourquoi je le mets pas en S? Eh bien pour une raison toute simple, c'est parce que il souffre un petit peu du côté très série à épisode à part, si j'ose dire, et il y a certains délires qui le desservent trop. Hein, j'en ai parlé aussi rapidement dans ma critique, mais il y a ce fameux épisode où juste parce qu'il s'est senti vexé que quelqu'un a dit on ne peut pas vivre sainement en mangeant seulement des nachos, il a passé plusieurs jours à ne manger que des nachos et à devenir un gros tas complètement désagréable qui s'est transformé en Hulk. Il était vraiment lourd dans cet épisode. Et il n'y en a pas des masses comme ça des épisodes, je dirais 3-4 à vue de nez dans toute la série. Mais voilà, ces épisodes-là sont présents, amoindrissent considérablement le personnage, et il n'empêche que oui, surtout dans le tout début, on appuyait un peu trop le fait que c'était un boulet, quoi. Après, il a vraiment su plus se mettre en avant et la très grande majorité des épisodes où il apparaît, je l'adore, mais vraiment je l'adore, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste que les problèmes, les petits soucis qu'il amoindrissent sont pas totalement anodins, ce qui fait que je peux pas le mettre en S. Même si j'adore ce personnage. Et Kim, je la mets en A de justesse. Elle est très sympa, elle a sa personnalité, c'est pas juste l'héroïne qui réussit tout. Elle a ces petits dilemmes d'adolescente où on appuie bien qu'elle n'est pas parfaite malgré ce qu'elle peut renvoyer. Comme je l'ai dit, l'épisode avec lui, c'est un très bon exemple où on appuie qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle a des petits doutes, qu'elle ne sait pas tout bien gérer. Mais en plus de ça, c'est une héroïne badass qui sait bien se battre, qui a son style. Elle est très réminiscente de Buffy, vraiment, à cet égard-là. Et si c'était une série comme Buffy où on prenait vraiment les choses très au sérieux par moment et où on appuyait vraiment de Drame Force, j'aurais pu l'adorer particulièrement. Le truc, c'est que, ouais, il y a ce ton léger qui empêche les drames dans lesquels elle se fourre de l'affecter énormément. Tous les combats dans lesquels elle se fourre, c'est juste ah, il faut que je lutte contre ce méchant et la routine pour moi, il n'y a pas de problème. Les 95% du temps. Et ça ôte un peu l'impact de ces conflits sur elle parce que dans une série sérieuse, vraiment, qui prendrait les conflits pas autant à la légère, et ben on aurait ce ressenti que ça l'affecte, qu'il y a une difficulté à surmonter et qu'on craint pour elle. Et de temps en temps, ça arrive, hein, on la voit un peu lutter, c'est difficile, mais toujours on se doute bien que ça va bien se passer et qu'avec le sourire, sans trop suer, elle va s'occuper de tous les problèmes. Et la raison pour laquelle j'adore la mission Cupidon, hein, l'épisode spécial Mission Cupidon que j'ai traité en Disneyfield, c'est que on appuie particulièrement ce moment où elle a des doutes et où ça affecte un petit peu le combat qu'elle fait. Ça arrive malheureusement un peu rarement, un peu trop rarement. Et c'est pour ça que je ne peux pas non plus la considérer parmi la crème de la crème. Malgré le fait que c'est une bonne base, hein, vraiment c'est un bon modèle qui vaut beaucoup, hein, ça vaut du A, c'est sûr. Mais tout l'impact que peut renvoyer une héroïne comme ça à la Buffy, une fois de plus, n'a pas toute sa présence à cause du ton un peu trop léger de cette série. Ça change rien au fait que j'aime beaucoup ces personnages. Vraiment, hein, ils valent d'être connus, je me souviendrai d'eux toute ma vie, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que, voilà, ça manque de sérieux dans l'ambiance, dans l'atmosphère, pour donner de la profondeur particulièrement poussée à ces personnages et les mettre, en tout cas pour certains, jusqu'au rang S. Mais c'est du bon rang A et j'apprécie sincèrement ça. Et comme vous le voyez, aucun personnage dans le lot que je ne supporte pas. Et même si on avait rajouté d'autres persos, je vois aucun personnage de cette série qui m'insupporte particulièrement. Vraiment.
Et c'est un exploit à noter, hein, parce que c'est assez rare qu'une série ne fasse pas au moins un tout petit peu détester un personnage ou désapprécier un personnage. Là non, il y a quelques cas où c'est un peu irritant sur certains points, mais c'est compensé par le reste, quoi. Donc ouais, c'est un bel exploit que je tiens à souligner, hein. Je n'ai pas de problème important avec un quelconque personnage dans cette série. Donc chapeau, hein, c'est clairement pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Bon, rapidement, je vous fais le top 5 et je pense que ouais, on sait ça, mon top 5. Voilà, c'est bon, on n'a pas cherché plus loin. Robin, Ugori, Shigo, Draken et Kim. C'est mon top 5 des personnages de cette série, hein, je les aime beaucoup. Et voilou. Ouais. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à faire partager vos opinions sur ces personnages. À nouveau, je mets la tier list en description. Merci encore et à très bientôt. Bye.